Nous allons écouter Edelin Dorismont, qui est docteur en philosophie, qui est co-directeur de la revue Recherche haïtiano-antillaise, qui est vice-président du CRENEL, Centre de recherche, normes, échanges et langages. Il est attaché au LLCP du département de philosophie de l'Université Paris 8. Il a fait sa thèse à l'Université Paris 8, d'ailleurs, non, je crois. Ses travaux portent sur les dynamiques des sociétés antillaises et sur les nouveaux problèmes que pose aux sciences sociales l'expérience politique et sociale de la diversité. Sa publication la plus récente est L'ère du métissage, variations sur la créolisation, politique, éthique et philosophie de la diversalité. C'est paru en 2013. Nous vous écoutons. Je remercie déjà Françoise et François justement d'avoir pensé à moi justement pour intervenir à ce colloque. Je vais... ce serait mieux justement de... Je... Ça va ? Non, ce serait bien mieux de tenir le micro. Tu préfères le tenir ? Ouais. Non, je veux... Voilà. Bien. Je vais intervenir sur un aspect, selon moi, de la pensée de Glissant qui est à explorer et que je cherche, on pourrait dire, une formulation plus ou moins satisfaisante pour l'exprimer. Alors, je dis souvent, je peux bien me tromper, il y a chez Glissant, si on veut dire, une poétique de la relation. Il y a une esthétique et par moments il parle aussi d'herméneutique, mais pas tout à fait de politique. Bien sûr, à partir de Rancière, il y a lieu justement d'analyser l'œuvre de Glissant et de penser qu'il y a une politique à l'intérieur de cette œuvre. Ce n'est pas précisément ce que je veux explorer, mais c'est plutôt prendre au sérieux ce que dit Glissant à la fois de la créolisation en général, de la question du récit, des mythes de l'origine, et confonder tout ça à une compréhension, on pourrait dire, moderne, traditionnelle que nous avons de la politique, selon moi fondée sur une métaphysique de l'un, et se poser la question à ce moment-là, à partir de cette expérience de la créolisation, que connaît encore la Caraïbe, que le monde est en train de connaître, comment, justement, est-il possible de penser la politique. Donc, dans cette communication, ce qui sera en question concerne le problème de la fondation de la philosophie politique postmoderne qui, à son tour, est appelée à fonder, telle est l'une des fonctions que l'on reconnaît à la philosophie, les pratiques politiques des sociétés occidentales et, par expansion, les autres sociétés prises dans des formes de domination qui semblent porter au constat de l'impossibilité de faire œuvre qui vaille. Malgré la rupture soulignée par les historiens de la philosophie politique qu'a opéré Machiavel, en restituant à la politique une sphère propre, marquée par une rationalité spécifique, celle de la fondation humaine de la politique, il faut souligner que la politique moderne ne s'est pas défaite de l'imaginaire global de la philosophie depuis les Grecs, fondamentalement préoccupés par la question de l'être et de l'unité. Sans avoir le souci de faire formule et de réduire la complexité de l'histoire de la métaphysique occidentale, notre propos ne sera pas moins pertinent si nous considérons que toute l'histoire de la pensée occidentale est celle de la métaphysique de l'un, de la pensée de la présence, qui est présence à soi, avec un petit S, et à soi, avec un grand S. Une autre manière de se préoccuper, selon moi, de la pureté. Toute l'histoire de la métaphysique occidentale est la manifestation d'une passion de la pureté, d'un désir d'unité qui porte à confondre être et réel, raison et nature. L'unité ou la pureté reste cet autre nom de la présence à soi, qui fait appel à la transparence à soi. Une passion tenace habite la philosophie occidentale depuis son origine grecque à aujourd'hui, ce qui explique le sens de notre communication en passant par les modernes.
Certes, quelques figures se présentent pour contourner cette passion et ouvrir la philosophie vers une nouvelle tradition davantage soucieuse de la dispersion, de la diversité, de la pluralité, de la multitude. Il faut constater combien cette tradition nouvelle, peine à trouver d'audience et semble occuper la marge de la tradition officielle, celle de la philosophie de l'un, de la totalité et de la fondation unique. Les sciences sociales sont elles aussi habitées par cette passion et sont travaillées par cet imaginaire conceptuel. Les théories générales de l'État et de la société, généralement, dissimulent mal cette obsession métaphysique, même lorsqu'elles prétendent l'avoir évacuée. Penser la communauté au regard de la créolisation semble dès lors devenir un pari risqué du fait des réaménagements importants et dérangeants que cette confrontation exige. D'abord, il faut partir des présupposés de la créolisation pour mieux présenter le lieu et le nœud du problème, à savoir qu'est-ce que peut être une communauté créole. Ensuite, au regard de ces présuppositions mises à jour, il faudra se demander s'il est encore possible de faire communauté. S'il y a lieu, en prenant au sérieux les postulats de la pensée de la créolisation, de parler encore de communauté, sachant que ce qui se joue de façon fondamentale dans la communauté, c'est la mise en commun que rend possible particulièrement le récit partagé, une mémoire partagée. Enfin, en maintenant l'idée que l'expérience politique reste pour l'homme indépassable et qu'elle concerne la communauté, un réaménagement de la communauté dans son acceptation habituelle conduit aussi à une reconceptualisation de la politique. Puisque la République, du point de vue de la politique, semble accorder une attention privilégiée à la communauté, on l'entend avant tout comme res publica, expérience de la chose commune et publique, la question que nous esquissons trouve tout son sens au regard de ce style de mise en scène de la communauté. Il s'agit de penser une nouvelle conceptualisation de l'expérience de la République, devenue la marque d'expérience d'un nombre important de sociétés actuelles, en la confrontant à ce que la réalisation met en relief, l'errance, la politique de la relation et de la rencontre, conduisant à l'effacement du récit fondateur unique et à la prolifération de récits divers et concurrents, mettant à mal le mode d'ordonnancement républicain fondé sur l'unité-identité. Peut-on maintenir l'indivisibilité et l'unité proposées par le républicanisme en l'État? Telle est la question à laquelle nous essayerons de proposer quelques pistes de réflexion en direction d'une politique en contexte créole. Nous allons exposer quelques principes fondamentaux de la créolisation pour mieux mettre en relief le problème de philosophie politique que nous esquissons. Premièrement, si le monde a toujours connu des rencontres qui ont donné lieu à des formes de métissage, la créolisation se déploie sur une plage temporelle évidemment liée aux apports de la science et de la technique moderne, fournissant des moyens de communication et de circulation qui réduisent le temps et l'espace. Le monde devient au moyen de ce rétrécissement. Les contacts deviennent plus denses et plus intenses. Vu la labilité et l'impétuosité de ces rencontres, conflictuelles ou apaisées, la créolisation devient imprévisible et imprédictible. Deuxièmement, ces rencontres incessantes soulignent que les hommes se déplacent, voyagent, se rencontrent. Glissant distingue l'exil de l'errance. Mais ici, on pourrait dire que si l'errance apporte un aspect gratuit et insouciant à l'aventurier, aventure et errance représentent les conditions des rencontres à partir desquelles de nouveaux sens se créent en donnant naissance à de nouvelles cultures, de nouvelles configurations du monde, de nouveaux mondes. Troisièmement, de ces rencontres donnant lieu à de nouvelles régions du monde, ce qui se trouve ébranlé, ce sont les récits fondateurs qui se recoupent ou s'annulent dans des difficultés à s'imposer comme seul récit de fondation. Pourtant, si le récit fondateur unique se voit concurrencé par d'autres récits divers de fondation, cela n'accuse pas l'absence de tout récit de fondation ou de l'origine au pluriel, mais tout récit fondateur au singulier. Ce qui produit inévitablement dans cette rencontre des tensions, des luttes entre les récits et donne à la structure sociale une dynamique tendue, tenue entre plusieurs poches identitaires de revendications formatées par l'imaginaire narratif
et le besoin de reconnaissance. Quatrièmement, l'expérience du temps et de l'espace devient aussi labile et se réduit en flux interminable de déterritorialisation, reterritorialisation, pour citer Deleuze, dynamique qu'il faut lier à l'intensité des perspectives d'interprétation ou d'interpénétration auxquelles conduit la poétique de la relation. L'histoire devient davantage ouverture aux errances que nostalgie, que rumination du passé, promesse d'un temps nouveau d'interprétation des histoires et des mémoires. Cela nous conduit à un cinquième principe. On n'a pas assez mis l'accent sur la relation déterminante entre récit et identité, d'une part, et identité et affectivité, d'autre part. Or, ce qui est en jeu dans la mémoire et l'histoire, en tant qu'elle représente deux modalités du récit, c'est la dimension affective fondamentale qu'elle recèle et qui se trouve difficile à subsumer sous la couverture d'une histoire culturelle de la collectivité. Les identités se rencontrent, produisent effectivement des lieux presque vides où s'inscrit une réalité inédite du monde, celle d'une collectivité terre, pour citer Glissant. Mais le besoin de s'ancrer quelque part dans cette terre collective, liée à la dimension sentimentale du rapport à la terre que le récit transmet, apporte une résistance constante à ce avenir mondial du monde. Donc, le principe serait, tout récit met en jeu la préservation de soi dans son lieu, qui est le lieu de son rapport à la terre. Enfin, si l'on prend tous ces principes ensemble, nous parvenons au constat que le flux de déplacement ou d'errance qui travaille le monde, à l'instar de ce que la Caraïbe a connu il y a plus de 5 siècles, souligne que les tensions intensifiant les compréhensions et les incompréhensions s'accoudent dans la même dynamique de la diffraction et de la mondialisation des mémoires et annoncent un nouveau monde, un monde nouveau plutôt, avec des communautés autres. Nous parlons de communautés autres ou d'autres communautés pour désigner cette nouvelle dynamique qui semble marquer ces communautés. D'abord, elles cessent de se fonder sur une origine commune et partagée. Leur dynamique prend forme à partir d'un ensemble de récits en concurrence, le plus souvent cherchant un cadre de légitimité dans l'espace, bien sûr. Ensuite, en soubassement à ces revendications identitaires, mettant en jeu mémoire et affectivité, ce qui se joue, c'est à la fois le besoin de faire valoir par moment un ordre normatif qui questionne implicitement ou non le cadre normatif de domination. Il faut dire que ces tensions ne sont pas sans conséquence sur la cohésion globale du corps social. Nous avons là des compétitions mémorielles supposant un ordre partagé d'égalité, de liberté et de dignité. Une tension s'installe entre l'ordre de légitimation globale de la communauté et les ordres particuliers qui ont pris forme dans les récits liés au groupe. Cette tension devient celle de la communauté et exige une reconfiguration de son mode d'organisation. Enfin, à ce niveau se pose la question de la politique que nous formulons de la sorte. Comment mettre en place un dispositif du vivre ensemble dans un contexte de concurrence des mémoires, des récits et des identités? Pour être explicite, il ne s'agit pas seulement de récits, d'identité ou de mémoire qui génèrent une concurrence parfois déloyale, mais aussi des temps, des espaces, des corps et des visions du monde. Comment être ensemble avec des sentiments d'être en conflit, c'est-à-dire des sentiments qui sont en conflit? La diversité ethnoculturelle est historiquement une donnée de base des sociétés humaines. On ne peut donc pas parler d'une spécificité des sociétés modernes à cet égard. Ce qui est en revanche nouveau, c'est que dans le cadre d'une politique de la reconnaissance, on puisse promouvoir l'idée d'une nécessaire prise en compte de l'État, de la diversité culturelle qui caractérise sa population. Ici, nous avons cité Patrick Savidan. Selon Savidan, la forme de la diversité que nous vivons actuellement n'a pas de spécificité propre, vu que l'histoire des cultures humaines est l'histoire des rencontres, des mélanges. Bref, on pourrait dire de la diversité. Or,
Tout lecteur de Glissant peut constater que quelque chose de particulier caractérise cette dynamique diverselle. C'est ce que nous avons déjà signalé justement en parlant de plage temporelle, qui marque l'intensité ahurissante de la poétique plutôt de la relation, qui, n'étant pas nouvelle par sa forme, traduit une nouvelle façon d'être à soi et au monde dans un laps de temps très ténu. Nous ne devons négliger cet aspect puisque tout y tient. La diversité ne devient pas expressément problème de la reconnaissance, bien sûr, il y a un peu de cela, mais elle devient problème par la dynamique d'intensification des temps, je dirais des temporalités, allant à une vitesse si vertigineuse, tout en mettant en péril les identités qui n'ont pas assez de temps pour s'ouvrir et faire deuil de certains acquis, de certains habitus. La reconnaissance vient de cette relation affective à laquelle s'accroche l'expérience du temps. Il est vrai, mais c'est ici Habermas qui le souligne, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, par sa prétention de promouvoir les droits des individus, produit des cadres de revendication de toute individualité déjà affective se sentant niée. En ce sens, Savidan a raison de souligner que les reconnaissances prennent pour cible l'État, qui devient pourvoyeur de reconnaissance face à des identités souffrantes. Il a compris à juste titre que ce qui est en jeu dans l'histoire, dans cette histoire qui est la nôtre, il a compris à juste titre ce qui est en jeu dans cette histoire qui est la nôtre. Il constate que cette expérience nouvelle de la diversité a conduit le multiculturalisme à réévaluer les politiques jusque-là mises en œuvre par l'État moderne. En effet, l'État moderne s'est institué sur la forme unitaire de la communauté, faisant appel au sang, au récit unique, à la religion unique. Donc il s'est institué en même temps que s'inventent les altérités, particulièrement des altérités asservies, qui aujourd'hui, parvenues à une certaine conscience de soi, se manifestent par la revendication d'un récit propre et exigent de l'État une reconsidération de l'organisation générale de la société. Nous devons faire une précision d'une grande importance. Si, en effet, le multiculturalisme en vient à poser les questions nouvelles de l'organisation sociale, économique et politique des sociétés marquées par la diversité, il faut reconnaître que la pensée de la créolisation apporte une touche fondamentale, mais ignorée des théoriciens du multiculturalisme. Cette touche, donc, conduit à une nuance qu'il faut apporter entre diversité et expérience de la créolisation que nous désignons par diversalité. La diversité comprise par le multiculturalisme s'entend comme une fragmentation du corps social en plusieurs corps de spécificité, en plusieurs corps spécifiés au moyen du genre, de l'ethnie, de la religion, etc. Tout soutenu par une expérience propre de l'identité particulière, en deçà de l'identité générale soutenue par le récit national officiel. La diversité, dans ce cas, soutient pour le combattre l'existence d'un lieu de gestion de la pluralité. Autrement dit, un lieu de légitimation est présent dans les discours multiculturalistes, alors que ce même lieu est tributaire des préjugés qui ont maintenu et maintiennent la diversité avec son lot d'injustice et de déni de reconnaissance. La créolisation nous propose un autre cas de figure qui rend le problème plus compliqué et complexe. Puisqu'il est posé que les groupes en compétition font valoir leur identité au moyen de leur récit de fondation, aussi de légitimation, ce qui se trouve en voie d'être ébranlé, c'est l'ordre global de légitimation qui appelle à une nouvelle négociation. Savidan le comprend bien et résume le problème avec le soutien de Dominique Schnapper, la sociologue, qui pense que la nation démocratique est affaiblie, avec aussi Habermas, qui constate que les États-nations sont désormais dans l'incapacité de résoudre les problèmes que connaît notre époque.
Dans les deux cas, conclut Savidan, la question de la légitimation du pouvoir politique devient problématique. Dans les deux cas se trouve posé le problème de l'accommodement du pluralisme au sein de la collectivité politique. Ce à quoi conduit la créolisation ne concerne pas seulement un accommodement du pluralisme au sein de la collectivité politique. En prenant en compte le fait que la société créole, préfiguration de ce que deviendront les sociétés occidentales multiculturelles, n'ont pas d'origine unique et se trouvent installées sur une béance ou un coup de force posé par la structure coloniale de l'État moderne, la diversité devient une pluralité sans sein, sans centre, auquel s'accommoder. En ce sens, nous parlons davantage ici de la diversalité pour traduire cette spécificité de l'expérience de la diversité à laquelle conduit la créolisation. La diversalité est une pluralité sans fondation, une diversité sans espace unique de légitimation. La collectivité politique à laquelle s'est référé Savidan, si elle existe, n'est qu'une coexistence de groupes en procès de reconnaissance. Nous sommes en face d'une communauté, s'il y a lieu encore de parler de communauté, diffractée, où les cadres de compréhension s'effritent, laissent la place à des malentendus, des équivocités nourrissant constamment les susceptibilités aux corps souffrants, aux maltraitances historiques liées à l'exploitation, à la domination, à l'esclavage. Ce n'est plus à un accommodement des particularités que nous pouvons nous en tenir. À ce moment, cette nouvelle situation appelle à un réaménagement non des particularités au sein de la collectivité politique, qui elle-même se trouve déjà prise dans le mode de reconfiguration d'un particularisme triomphant. Il faut nous en tenir à un véritable réaménagement de la politique ou de la collectivité politique elle-même, en se désinstallant du lieu de la majorité à un non-lieu qui serait le lieu de toutes les particularités possibles. Sans trop tarder sur cette question qui nous demanderait de longs détours que nous ne pouvons prendre ici, disons, dans le contexte de la créolisation et selon les acquis théoriques qu'elle nous fournit, il est important de procéder, d'une part, à une nouvelle compréhension de l'État, que nous entendrions comme lieu vide, dans le sens qu'accorde Claude Lefort à cette notion, qui consiste à vider l'État d'un ensemble de contenus, le localisant dans un temps, dans un lieu, dans une race, dans une culture ou civilisation. En effet, la créolisation souligne que nous sommes dans un régime politique de la rencontre, une politique de la relation qui soutient la poétique de la relation dans sa charge, dans sa force conflictuelle, dans l'expérience intense des altérités. Cette politique de la relation qui porte sur les expériences des rencontres produit constamment du nouveau. La nécessité à se défaire de l'ancien appelle donc, pour l'expliciter, selon moi, la catégorie de l'événement. Donc, élaborer une politique de l'événement, l'autre nom de ce que j'appellerais une politique de la créolisation, une politique de la rencontre, passe d'une déconstruction du lieu comme lieu rempli d'histoire, de violence, de préjugés, d'idées, à une politique de la disponibilité. Cette disponibilité, devenue horizon de la rationalité politique, consiste à rester ouvert, être au passif de l'autre. Par ailleurs, cette ouverture à l'autre qui se conjuguerait au passif n'a rien à voir avec la responsabilité lévinassienne qui néglige l'importance de la réciprocité. Elle est au contraire, il s'agit ici de la disponibilité, cette manière d'être soi-même autre de soi, qui interpelle l'autre comme soutien à soi, inquiet et incomplet. Merci.